Donc, physique, ça doit être, c'est après la méca, ça doit être 4, c'est ça. Phénomène ondulatoire. Voilà. Et il n'y aura qu'un seul chapitre dans cette histoire. Je mets un chapitre juste histoire de préserver l'ordre habituel, mais de fait, il n'y aura qu'un seul chapitre. Phénomènes ondulatoires, chapitre 1. Alors, c'est un chapitre que j'aime pas. Non pas à cause de la physique du truc, mais parce qu'en fait, ce chapitre est une espèce de version dégueulasse de ce que vous allez faire très très bien en spé. Donc, je fonctionnaire, je fonctionne, donc c'est au programme. Mais globalement, c'est un chapitre un peu fourre-tout. Je l'ai déplacé dans le programme, théoriquement, on le fait avant la mécanique. Là, je l'ai mis après pour au moins qu'on ait un peu de contenu. Donc, que vous puissiez un peu faire de méca avec, d'accord, globalement. Mais bon, c'est vraiment pas un chapitre terrible. C'est un chapitre purement formel. Il n'y a quasiment pas de physique de. En fait, vu comme il est fait en programme, il n'y a pas de physique dedans. On n'utilise qu'un seul théorème qui est, donc on va voir tout de suite, qui est la chose suivante. Donc c'est pas terrible. Donc en fait, je vais commencer par je vais faire un truc très inhabituel. Je vais faire un petit rappel mathématique très bête, parce qu'en fait c'est le seul théorème, et il n'y en a qu'un seul. C'est le seul théorème qu'on va utiliser pendant l'intégralité de ce cours. Vous allez voir, c'est génial, c'est beau, voilà. Et c'est un théorème que vous connaissez déjà. Donc il n'y a pas de grand 1 pour l'instant, je ferai le truc après, c'est juste pour vous rappeler ce qu'on fait. Donc petit rappel mathématique, soit une fonction petit f définie sur R, donc on connaît, vous notez ça comme ça, la courbe représentative de f, en maths. Voilà. Donc grosso modo, ça signifie que vous avez une fonction, hein, donc en général on met f comme ça en fonction de x, d'accord. Puis vous avez, je sais pas moi, une courbe comme ça, on va mettre ça au pif, hein, d'accord, voilà. Une fonction à la con, voilà comme ça. On est d'accord? Le seul théorème dont on va avoir besoin, c'est le suivant. Si on définit la courbe f indice A, si on définit fa, qui est la fonction qui a x associe f de x plus f de x moins a, je vais le faire comme ça. Alors, la courbe représentative de f indice A est celle de f, mais comment? Ouais. Non, ça serait f de x moins a. Là, c'est a à l'intérieur de la parenthèse. Ouais. Décalé de a vers les x croissants. D'accord. Alors, celle de fa et celle de f décalée de a vers les x croissants. Autrement dit, hein, si je fais un ultime dessin, si ma fonction, si f c'est ça, et bien en fait, ma fonction f de a, ça va être ça, d'accord, avec ici petit a. Donc vous décalez les choses de a par là si vous faites f de x moins 1. Bien sûr, ça c'est dans le cas où a est positif. Si a est négatif, vous décalez dans l'autre sens, d'accord. Et si vous faites f de x plus a avec a positif, au contraire, vous décalez vers les x décroissants. En fait, grosso modo, c'est le même tripatouillage en changeant le signe de a ou l'expression formelle. On est d'accord là-dessus? C'est le seul théorème qu'on va utiliser pendant l'intégralité du cours sur les ondes, globalement. Si vous voulez avoir un truc qui avance, et bien en fait, sa courbe représentative, sa description formelle, c'est la description qu'il y avait au départ, mais décalée soit dans le temps, soit dans l'espace, en fonction de ce que vous regardez comme avancée de A. On est d'accord sur ce théorème-là? On est d'accord que c'est un théorème que vous connaissez a priori déjà, vous l'avez peut-être vu à de nombreuses reprises. C'est pas. C'est en première, théoriquement, si je ne me trompe pas. 30 secondes.
Non, mais vous avez vu ça un jour dans votre vie, c'est pas un truc qui vous semble complètement inconnu, quoi. A priori. Voilà. Donc on est parti maintenant, on va faire un peu de physique. Grand A, phénomènes ondulatoires. Petit 1. C'est pas parce qu'on est en 2026 qu'on change une équipe qui gagne. Défi. Voilà. Alors, c'est là où je reprends mon cours. On est parti. Alors, l'idée est relativement simple. Alors, quand même, j'aime pas. Alors, je vais être. J'ai été méchant avec ce chapitre. Ouais. J'aime pas ce chapitre parce qu'effectivement, il est très formel et il est très général. En même temps, il y a un truc qui est très impressionnant, c'est que le mot, d'un point de vue strictement culture générale, le mot on est un mot que vous connaissez relativement bien. En tout cas, que vous avez croisé un nombre assez considérable de fois. Ce qui est très impressionnant avec le formalisme ondulatoire, c'est que globalement, c'est un formalisme qui va s'appliquer à une quantité relativement considérable d'objets extrêmement différents. L'intégralité de vos perceptions, quasiment, sont à base d'ondes, mais d'ondes de nature complètement différente, que ce soit les ondes lumineuses, donc une partie des ondes électromagnétiques, les ondes sonores, d'accord, qui sont des perturbations mécaniques. Vous connaissez aussi d'autres ondes, par exemple les ondes sismiques, d'accord, qui sont des ondes mécaniques, mais pas dans un fluide, mais dans un solide. Vous avez peut-être déjà entendu parler des ondes gravitationnelles, d'accord. Je rappelle que je vous informe peut-être, je ne sais pas, que la mécanique quantique est intégralement décrite par une onde de densité de probabilité, d'accord. Des ondes, il n'y a à peu près que ça, à partir du moment où vous sortez du corpuscule, du caractère mécanique dans cette histoire. Donc, c'est un formalisme extrêmement fécond. Et en plus, ce qui est génial, c'est on va voir ça tout à la fin de ce chapitre, ce cours, on a un critère pour savoir si un truc est une onde ou pas. Autrement dit, en fait, alors ça c'est un critère que vous connaissez déjà, en tout cas vous connaissez déjà le phénomène, ce qu'on appelle les interférences, d'accord. En fait, vous avez peut-être déjà croisé dans votre vie des interférences ou la diffraction, ce qui revient au même. Hein, la diffraction, c'est juste des interférences avec des ondes multiples qui proviennent d'une même source. C'est le même phénomène. Et en fait, il se passe un truc assez fort, c'est que si vous prenez deux objets solides, d'accord, pendant deux craies, et que vous les ajoutez au même endroit, bah, ça fait deux objets solides. Il ne s'est pas passé grand-chose, d'accord. Vous n'avez pas une configuration particulière des craies où elles vont s'annuler. Avec le son, si. Avec les ondes, si. Ça marche. En fait, vous pouvez ajouter deux trucs et faire des interférences qu'on appelle destructrices. Vous avez déjà croisé ça quand les signaux sont en opposition de phase. Donc ça, je spoil un peu la fin du cours, mais c'est un critère hyper fort pour savoir si c'est un truc qui est une onde. Il suffit de savoir si vous êtes capable de faire des interférences avec ou pas. Si vous êtes capable de faire des interférences avec, vous avez affaire à une onde. Si vous n'êtes pas capable de le faire, a priori, vous avez accès à un truc qui n'est pas une onde. Voilà. Et ça, c'est extrêmement fécond parce que globalement, ça vous allez voir ça l'année prochaine, mais on a un appareil, enfin deux plus exactement, qui permettent de faire ça quoi qu'il arrive. Donc le premier, c'est l'interféromètre de Michelson, qui est le plus compliqué. Le deuxième, c'est les trous de Young, qu'on verra nous cette année, qui grosso modo, on n'a pas croisé ça encore, les trous de Young, si je ne me trompe pas. D'accord, mais on verra ça à la fin. Qui grosso modo vous permettent de prendre une onde, la couper en deux et de la faire se refaire bisou avec elle-même. Et si vous avez des interférences possibles, ça va se voir. Donc ça, c'est un truc extrêmement important d'un point de vue culturel. Et c'est un formalisme très général. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, on va faire très peu de physique. C'est juste une histoire de... On a quelque chose qui se passe, et donc je vais essayer de vous faire sentir comment on décrit un phénomène ondulatoire de manière hyper générale. D'accord. Alors, la base, c'est qu'on va se donner une grandeur. Cette grandeur, je vais l'appeler S. D'accord. S pour signal, hein, plus exactement, ça sera le truc à la fin. Mais cette grandeur, je vais l'appeler S, et dont on va supposer que quand il n'y a rien, ça vaut 0. D'accord. On va donner des exemples après pour que vous compreniez comment ça se passe. Donc, soit une grandeur, S, d'accord, telle que au repos, soit une grandeur S caractérisant un milieu, tel que au repos. Alors au
au repos, c'est toujours la même ribambelle de au repos, à l'équilibre, en régime stationnaire, enfin voilà, d'accord, en fonction de ce que vous faites, c'est toujours le même truc, vous êtes dans un système où vous n'avez rien fait, globalement. Tel que au repos, quel que soit t, quel que soit, oui, quel que soit t, quel que soit x, s soit égal à 0. Autrement dit, dans l'intégralité de l'espace, à n'importe quel moment, votre grandeur est nulle. D'accord ? Alors, je vais donner des exemples tout de suite pour que ça prenne corps. Alors, par exemple, pour du son, ce serait quoi la grandeur... Alors, on va faire les choses simples. Pour une onde électromagnétique, ce serait quoi, à votre avis, la grandeur S? Qu'est-ce qui est nul quand il n'y a pas de champ électromagnétique? Et qu'est-ce qui est... C'est ce que je viens de dire, hein, littéralement. Qu'est-ce qui est nul quand il n'y a pas de champ électromagnétique? Le champ électromagnétique est nul. D'accord? Voilà. Donc, pour une onde électromagnétique, S est égal, par exemple, au champ électrique. Voilà, vous avez un champ électrique qui est nul, d'accord? Voilà. Et pour une onde sonore, S, ça correspondra à quoi? Je vais mettre plutôt des 2 points plutôt que des égales. Vous savez comment ça marche, une onde sonore? Alors, c'est une histoire de vibration, mais pas uniquement, ouais. Donc ça, c'est l'unité, ça. Effectivement, c'est des compressions et des dépressions. En fait, c'est la surpression. Alors, finalement, c'est pas la pression n'est pas nulle au repos, là. Sinon, vous êtes mort, d'accord? Mais a priori, la pression a une valeur fixe. Et quand vous balancez un son dedans, vous faites des surpressions et des dépressions. D'accord? Donc, S ici, ce sera la surpression. Si on prend des vagues, par exemple, tiens. Si on prend des vagues, S, ça va correspondre à quoi? Ouais. Non. Au contraire, les vagues, elles sont toujours à la même pression. Ouais, des oscillations, mais physiquement, qu'est-ce que vous mesurez, en fait, comme grandeur, pour mesurer les vagues? Ouais. L'amplitude, plutôt la hauteur, effectivement, d'accord? Vous regardez la hauteur par rapport à quoi? Par niveau moyen de la mer, au repos. D'accord? C'est ça, la perturbation. Donc S sera la hauteur par rapport au niveau de la mer au repos. Donc vous pouvez toujours dire ça c'est 0, d'accord, c'est le niveau de la mer quand c'est plat, et puis après quand il y a des vagues, c'est parce qu'en fait ça monte et ça descend par rapport au niveau tout plat. On est d'accord là-dessus? Donc S c'est ça, c'est un truc qui va vous caractériser finalement un milieu et éventuellement des variations. Ok? Alors, on va tourner autour du vocabulaire. Ça va être relativement simple. On appelle perturbation, d'accord, un phénomène physique qui est qu'à un instant t donné, il existe des endroits où S est non nul. C'est ça qu'on appelle une perturbation. Autrement dit, au lieu que votre truc soit au repos, il y a un endroit où ce truc-là, c'est pas nul. Voilà, c'est ça. Donc, on appelle perturbation un phénomène où, à un instant t, S est non nul à certains endroits. Voilà. Donc vous regardez ce tableau, il est tranquille, je tape dessus, je fais une perturbation. D'accord? C'est pas extrêmement compliqué. Vous jetez un caillou dans l'eau, c'est une perturbation. Petite remarque, historiquement, la première intuition des ondes, c'est les vagues. C'est-à-dire une raison pour laquelle ça s'appelle onde. Je rappelle que Unda en grec, c'est bien la mer, d'accord? Et globalement. Et qui en anglais s'appelle wave, littéralement. Les mecs ne sont même pas fait chier, hein, d'accord? C'est ça les vagues. Voilà, d'accord? Donc nous on a pris un mot latin histoire de faire classe, mais dans le principe, les ondes c'est des vagues, d'accord? C'est exactement le même mot. Donc cette idée est simple, hein. Vous prenez un lac tout plat, vous mettez un caillou dedans et vous voyez tout d'un coup qu'il y a un trou qui se passe. Et la deuxième chose que vous constatez, c'est que cette perturbation, elle ne reste pas au même endroit. Elle va avoir tendance à se propager. Ça, en fait, c'est un truc relativement simple, c'est que globalement, de proche en proche... Alors, pour la matière, c'est facile à comprendre, pour les champs électromagnétiques, c'est plus compliqué. Mais pour la matière, c'est relativement simple, les atomes étant en interaction les uns avec les autres. Si vous faites une perturbation forte sur une zone donnée de l'espace, et ben en fait, ils vont juste
attirer les copains qui eux vont réagir et par inertie, en fait, vous allez avoir une propagation des ondes. Alors, on est parti. Avant de continuer, en fait, tout ce chapitre-là, tout le cours d'aujourd'hui, va être un jeu formel sur les variables qu'on utilise. Donc, une perturbation, comme vous pouvez le constater, c'est à un instant t. Donc, t est fixe, d'accord? Par contre, vous allez avoir des endroits où c'est non nul. Donc, vous allez en fait décrire cette perturbation par une fonction de x, d'accord? Donc, petite remarque pour la suite, hein, c'est pour ça que c'est un cours un peu bâclé. Donc, on se place dans la suite, dans un milieu 1D, dans un milieu 1D caractérisé par x. D'accord? Donc globalement, en fait, c'est un milieu unidimensionnel. Oui. La phrase en vert, à un instant T1, c'est À un instant t, virgule. C'est une virgule. Et c'est non nul à certains endroits. C'est une virgule, c'est 21. À partir du moment où on a fait ça, ça signifie en fait que la perturbation, si on veut la formaliser, la décrire formellement, on va l'écrire par une fonction de x. Oui. Non, c'est à un instant t, elle dépend de x. Autrement dit, c'est une photo, une perturbation. Prends la photo. Donc à un instant t, tu as une perturbation. À l'instant t d'après, tu auras une autre perturbation. Qui n'aura pas la même tronche, a priori, puisque cette perturbation s'est déplacée. D'accord? Ce qui va faire le lien entre les deux, c'est l'onde. Encore une fois, c'est un jeu formel, pour le coup. Tout va avoir le même nom, mais en fait, je vous spoil la fin, hein, c'est pas très compliqué. Ce qui va dépendre que de x, c'est la perturbation. Ce qui va dépendre que de x et de t, ce qu'on appelle une onde. Et ce qui va dépendre uniquement de t, c'est-à-dire que tu te mets à un endroit et tu regardes ce qui se passe, ça s'appelle le signal. Et ces trois trucs-là, c'est juste un point de vue de quel est le paramètre qu'on fixe. Autrement dit, est-ce que tu prends une photo et tu prends une zone de l'espace complète, ou est-ce que tu te mets à un endroit donné et tu regardes le temps passé derrière. Mais c'est le même, tout ça c'est le même jeu. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, et ça c'est le premier truc important, une perturbation est donc représentée on va dire à t égale 0 par une fonction S0 qui à x associe S0 de x. Voilà. C'est une fonction de l'espace. Donc encore une fois, c'est vous êtes sur la plage, vous prenez une photo de la mer, voilà la perturbation. Vous voyez tout d'un coup les vagues. Voilà, vous avez pris une photo. Le temps est fixé. Alors, l'idée est relativement simple. Ensuite, c'est qu'on constate très souvent que cette perturbation va se déplacer. Alors bien sûr, en général, on a un milieu tridimensionnel, donc ça se déplace dans toutes les directions, en général dans un truc plus ou moins sphérique en fonction de ce qu'on appelle l'isotropie des milieux. Dans notre cas, elle va juste se déplacer soit dans une direction, soit dans l'autre direction, puisque vous avez un milieu unidimensionnel. D'accord? Voilà. Donc, cette perturbation se déplace. Alors, il est extrêmement important de comprendre que ce n'est pas la matière qui se déplace. Je rappelle que la vitesse du son, c'est 300 mètres secondes, d'accord? Et que c'était les matières qui se déplaçaient, vous seriez déjà, a priori, tous et tous décédés, tout simplement parce que je parle. D'accord? Si vous commencez à balancer des projectiles à 300 mètres secondes sur la tête des gens, ils meurent. D'accord? Je vous rappelle que c'est à peu près 1000 km/h quand même. Hein. Même si c'est de l'air, ça fait mal quand même, hein, globalement. Ok? D'accord? Vous prenez de l'air à Mach 1, c'est pas terrible. Donc en gros, il faut bien que vous compreniez que ce dont on est en train de parler là, c'est pas un déplacement de la matière. C'est pas du tout en fait les atomes qui se déplacent et qui propagent le son. Ce qui se déplace, c'est une information. Ce qui se déplace, c'est une perturbation du milieu. Les atomes, a priori, leur mouvement moyen, il est nul. Alors ça, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous êtes en mer, par exemple, vous êtes sur les vagues ne déplacent rien. Le mouvement en haut d'une vague, le mouvement sur l'eau, c'est circulaire. Faites ça. Faites des cercles. Simplement parce que c'est un mouvement sinusoïdal, et que si vous vous déplacez sur un sinus, vous parcourez le cercle Trigo.
tout bêtement, d'accord? La seule façon de se déplacer sur des vagues, c'est de casser les vagues. Donc vous prenez une sinusoïde, vous cassez le bas, et vous prélevez la matière qui est en bas et vous la faites déplacer en haut. Ça s'appelle une déferlante, d'accord? Et c'est ce qui se passe sur les plages. Quand vous n'avez plus la profondeur pour que le bas de l'onde puisse exister, et bien grosso modo, vous la prenez, vous la mettez en haut, et scrotch, toute cette énergie-là, vous la balancez en énergie cinétique de translation. D'accord? C'est l'inversion en hauteur, globalement, un peu de choses près. Enfin, vous voyez, puis c'est le saut en hauteur où vous ratez, vous éclatez sur le coussin, et voilà, d'accord? C'est ça le principe. Donc, ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. Globalement, si vous arrêtez un bateau en pleine mer et qu'il n'y a pas de courant, pas de vent, il ne se déplacera jamais. Il va monter, il va descendre. D'accord? Ça peut te faire bouchon. Tu ne bouges pas. D'accord? Voilà. Vous pouvez, vous, avoir l'impression que la surface de la mer se déplace. Parce que vous voyez, en fait, les ondes se déplacer. Vous avez l'impression que le haut se déplace parce que vous voyez le sens de propagation de l'onde. D'accord? Mais pour le coup, l'onde ne se déplace pas. Si vous voulez avoir un truc qui est exactement la même chose, ça existe quasiment plus, mais vous voyez les anciennes enseignes de barbier, c'est des trucs qui tournent là comme ça, en forme d'hélice, et vous avez l'impression que ça monte, alors qu'en fait ça ne monte pas, c'est juste un cylindre qui tourne, d'accord? Mais vous avez l'impression que il y a une propagation de quelque chose vers le haut, qu'il y a une propagation de l'information, mais a priori vous êtes d'accord que le cylindre ne monte pas, c'est pas un petit butin qui fournit le cylindre en bas, d'accord, et puis qui l'enlève en haut, dans le principe. C'est exactement la même chose avec une onde. Donc en fait, ça c'est très important. Donc ceci ne correspond pas à un déplacement de matière. Ceci ne correspond pas à un déplacement du support, à un déplacement du milieu. Mais de l'information. Alors je ne sais pas si on l'a vu ensemble dans l'optique, mais je pense que, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais en tout cas je vais le refaire, c'est pas grave. Est-ce que vous savez comment on appelle ce phénomène de déplacement quand c'est justement pas le milieu qui se déplace, mais uniquement l'information? En fait, on ne dit pas qu'une onde se déplace, on utilise un autre verbe. On dit effectivement qu'une onde se propage, effectivement, d'accord? Donc on parle de propagation. Donc vraiment, la propagation, c'est vraiment un terme différent de la déplacement, au sens où c'est un peu comme si vous disiez un mot à votre voisin, d'accord? Vous faites passer l'information comme quoi, je sais pas, moi je serai en retard ce matin, par exemple, voilà. Ça c'est une propagation d'information, vous avez quand même vous déplacer pour ça. D'accord? Juste, l'information se déplace après plus vite que la matière. Dans ces histoires-là. Donc ça c'est extrêmement important à comprendre. La lumière se propage, on se dit la lumière se déplace, on ne devrait pas dire ça. On dit la lumière se déplace, se propage, pardon, justement, on ne devrait pas dire ça. Et on dit la lumière se propage à la vitesse de la lumière, donc ça c'est normal, c'est écrit dans le titre, d'accord? Mais le milieu qui la transporte, elle, a priori, lui ne se déplace absolument pas à la vitesse de la lumière. En général, ne se déplace pas du tout. Et la lumière là, qui se propage à l'intérieur de l'atmosphère, ça ne bouge pas, d'accord? C'est complètement cette histoire. On est d'accord là-dessus? Et effectivement, la vitesse de propagation porte aussi un nom pour différencier ça d'un déplacement de matière. Dans le cas d'une propagation, on ne parle pas de vitesse, on parle de célérité, effectivement. D'accord? La vitesse associée à une propagation s'appelle célérité. Alors, j'utiliserai le mot vitesse extrêmement souvent, le mot célérité est un mot qui est tombé un peu en désuétude, mais c'est la raison pour laquelle la vitesse de la lumière se note C, et pas V. Voilà. Donc en général, vous parlerez de vitesse de phase, de vitesse de groupe l'année prochaine quand vous serez des adultes, d'accord? Là, pour l'instant, je vais parler juste de vitesse tranquillement, mais sûrement. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Alors, quand cette perturbation se déplace, il peut lui arriver plein de choses. Voilà. Alors, on a alors, il est temps de représenter les choses. Et là, on va essayer de comprendre tout le jeu dans cette histoire. Si je représente une perturbation, qu'est-ce que je mets ici comme variable? X, effectivement. D'accord, c'est une photo. Et ça, c'est... Et donc, vous avez une perturbation. Je sais pas, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Un flambi dégueu.
L'orbite qui a passé trop de temps en dehors du frigo. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est à T0. À un instant T, vous avez ça. Vous pouvez superposer sur cette photo, en fait, la même chose à un temps plus important. Donc, votre perturbation, elle va se déplacer. Et a priori, vous savez que cette perturbation va subir plusieurs phénomènes. La première chose, c'est qu'elle risque de s'atténuer. Autrement dit, son amplitude, sa taille globale, vous voyez que là, je n'ai pas dessiné sinusoïde, j'ai dessiné un truc dégueulasse, mais grosso modo, en fait, sa taille globale va s'atténuer par frottement, tout simplement. Alors, soit par frottement, soit par un phénomène beaucoup plus con. Alors, dans les milieux 1D, ça ne marche pas. Mais en fait, dans les milieux tridimensionnels, ça marche très bien si vous prenez une onde sphérique. En fait, vous avez une baisse de l'amplitude simplement parce qu'en fait, vous occupez une surface de plus en plus grande. Pour la même quantité d'énergie. C'est une raison pour laquelle les étoiles lointaines, on les voit moins bien, tout simplement parce que vous interceptez toujours la même surface et que l'énergie, en fait, par unité de surface, se dilue en 1 sur R carré. Tout simplement parce que, grosso modo, vous avez une conservation de l'énergie sur toute la surface et que la surface augmente en R carré. Donc, au fur et à mesure, vous n'avez plus grand-chose dans cette histoire. Donc, la première chose qu'elle va subir, c'est une atténuation. La deuxième chose, c'est qu'elle risque de changer de forme. En fait, ça, vous ne le savez pas encore, mais on en a déjà parlé plus ou moins fortement. La forme de ce truc-là est liée essentiellement à son spectre, à l'ensemble des composantes qui la composent. Or, en fait, ces diverses composantes n'ont pas de raison majeure d'avancer à la même vitesse. Et donc, grosso modo, il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Alors ça, s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà passé des vacances au bord de la mer, en particulier au bord de l'Atlantique, plus exactement, et qui avaient déjà croisé avec des marins, enfin, entre leur alcoolisme du matin et leur alcoolisme du soir, d'accord, il faut leur parler plutôt vers 4 heures de l'après-midi à peu près, voilà. Vous savez que si vous avez de la houle qui arrive sur les plages françaises, ça veut dire qu'il y a une dépression qui va arriver dans les 2 jours. Ça, en fait, c'est un truc qui procède d'un phénomène qu'on appelle la dispersion. En fait, les grandes longueurs d'onde se déplacent plus vite que les petites longueurs d'onde. Donc, grosso modo, quand vous êtes en train de foutre la zone au milieu de l'Atlantique, les grandes longueurs d'onde vont partir devant et sont des annonciatrices de l'arrivée, en fait, de la perturbation elle-même. Vous remarquez, de la perturbation, c'est exactement le même mot, qui est une perturbation, cette fois, atmosphérique. D'accord? Vous avez la pression standard et une perturbation, c'est grosso modo quand cette pression, donc là, verticalement, se casse la gueule, mais c'est exactement ça l'idée. Donc, grosso modo, ce qui va se passer, c'est que ma perturbation, elle va se déplacer et elle va faire un autre truc. D'accord? Elle va changer a priori de forme. Voilà. Je ne sais pas comment c'est une fonction, mais voilà. Et elle va s'atténuer. Ok? Donc, au cours de la propagation, je t'écoute, Samy. Non, c'est. Non. Enfin, ça s'appelle avoir un impact sur la mer, quoi, en fait. Les grandes longueurs d'onde se propagent plus vite. C'est juste ça. C'est juste ça, voilà, globalement. C'est une raison pour laquelle les tsunamis arrivent très vite. Aussi. C'est très très grandes longueurs d'onde, les tsunamis. Ça se déplace très très vite. Parce que c'est comme ça, globalement. C'est un gros machin, donc ça se propage. Voilà. Ouais. Pour quelle raison est-ce que c'est une grande longueur d'onde qui vont se déplacer? Je t'invite à faire sur internet et regarder l'équation des vagues, machin chose. C'est comme ça. Ouais. Il y a une histoire de profondeur en fait dans ces histoires. C'est pas simple les ondes gravitationnelles. Les ondes de gravité, pardon. Les ondes gravitationnelles, c'est pas ça. Pas simple les ondes de gravité. Mais là physiquement, je peux pas aller comme ça. Comme ça. On est parti. Donc, lors de son déplacement, lors de sa propagation. Alors en fait non, je vais d'abord faire les définitions. Voilà, comme ça. Je vais y arriver. T'inquiète, comme ça sera fait. Alors, une perturbation qui se propage, ça s'appelle une onde. Voilà, ça au moins, la définition arrive. Donc on appelle onde une perturbation qui se propage. Et donc c'est alors la célérité de l'onde. Oui. Quelle perturbation ne se propage pas? Quoi, si on crie dans l'espace? Ouais, si tu crées dans l'espace, ça se propage pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas une perturbation non plus. En fait, en gros, ce qui va être perturbé, c'est... Mais ça se propage un peu, ça. Parce que créer dans l'espace, il faut que tu aies de l'air.
Donc voilà, donc ça va quand même se propager dans la zone en tout cas où vous avez de l'air. Si tu as réussi à crier, c'est que grosso modo, il te reste encore de l'air. Vraiment des perturbations qui se propagent pas. Ouais, une voiture, c'est. En fait, faut bien comprendre un truc très simple. N'importe quel objet qui fait tache dans le paysage peut être considéré comme une perturbation. Donc tu prends la route, tout d'un coup tu poses une voiture, ça c'est une perturbation, d'une certaine façon. C'est vraiment très con hein, comme formalisme. On est vraiment en train de dire, il y a un truc que j'appelle il n'y a rien, et puis tout d'un coup il y a un truc que j'appelle il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est il y a une perturbation, il n'y a rien, c'est il n'y a pas de perturbation. Donc tu peux prendre à peu près n'importe quoi, d'accord? Et effectivement, si tu poses une voiture sur une route, bah, elle ne se propage pas. Puis elle se déplace, donc ça veut dire qu'elle se propage tranquillement. Alors là, c'est associé à un déplacement de matière et pas de la route, pour le coup. Tu vois, c'est bien un truc qui est ça. Oui, Pour le C de célérité, c'est impossible. c'est un grand C en général, mais ça peut être les deux, il n'y a pas de norme standard. Bon, comme ça va être une constante dans très peu de temps, parce que c'est la même chose. En fait, je vous rappelle, en physique, on note avec des majuscules les constantes et avec des minuscules les parties variables. Donc on note sa célérité. Voilà. Alors, lors de sa propagation, cette onde peut subir d'une part une atténuation, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle la dissipation. Globalement, en fait, il y a une partie de l'énergie qui disparaît dans le truc. Lors de sa propagation, une onde peut subir deux choses, donc une atténuation. Donc ça en termes de... Donc là on parle de milieu dissipatif. Donc un milieu dissipatif, c'est un milieu où les ondes vont subir une atténuation. Donc c'est vrai d'à peu près tous les milieux, hein, par ailleurs, hein, globalement. Mais il y a des milieux plus ou moins dissipatifs. Hein. Je vous rappelle par exemple que l'air est un milieu assez peu dissipatif pour le son, ça finit par quand même par y arriver. L'air humide en particulier, c'est très peu dissipatif pour le son, comme vous le savez probablement, hein, c'est une des raisons pour lesquelles on utilise des cornes de brume. D'accord. D'une part parce qu'on voit que là dans la brume, c'est quand même un peu le truc. Mais double effet qui se coule, ça marche très bien, ça se propage très très loin, globalement. Ouais. Et pourquoi, lorsque c'est humide, ça se propage? Tout simplement parce que l'air est plus. Tout simplement parce que les particules sont plus proches en fait, à un moment donné, c'est très con. Et que les molécules d'eau sont plus légères. Et donc globalement, la capacité de la molécule d'eau à parler à sa voisine est plus élevée. C'est vraiment très con hein, pour le coup. C'est pour ça que bah, du coup, si ça se dépasse moins bien dans l'eau, et que si l'air entre guillemets est chargé d'eau, bah, ça se dépasse moins bien. Alors le problème de l'eau après, c'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup plus d'atténuation et beaucoup plus de distorsion dans l'eau. C'est ça le problème. Tout simplement, alors. Non, c'est pas. Pardon, je recule, j'ai le bouquin. Non, dans l'eau, le problème, c'est la capacité compressible ou incompressible. Si tu veux, pour que le son ait une amplitude donnée, il faut quand même qu'il y ait une amplitude forte. Or, l'air est un milieu très compressible, l'eau beaucoup moins. Donc, du coup, ton amplitude va être très faible. Non, mais ça se propage très bien, le son dans l'eau. Oui, parce que ça va plus vite. C'est pas si différent que ça en termes de vitesse, ça va plus vite, ça va trop plus vite, effectivement, mais tu as très peu de dissipation. Non, parce que l'air. Le problème de la dissipation et de la distorsion, surtout dans l'air, c'est la convection d'air. Globalement, tu as tendance à touiller le machin chaud. Bon, après, tu peux, encore une fois, l'analogie avec des voitures marche très bien. Hein. Pour les voitures sur l'autoroute, tu commences à touiller l'autoroute en même temps, la propagation va moins bien se passer. Tu sais pas trop où tu vas après à l'arrivée. Donc on a le même problème, mais le son se propage très très bien dans l'eau. Je vous rappelle que, à ma connaissance, les baleines peuvent parler à des dizaines, voire des centaines de kilomètres sans aucune forme de problème. Peuvent communiquer, certains, on parle des pas de long terme, mais communiquer en tout cas sans problème à des distances absolument considérables. Du coup, le son peut sortir de l'eau et aller dans l'air. En général, non, parce que tu passes d'un milieu à un milieu moins réfringent. Donc, globalement, tu as des phénomènes de réflexion totale qui sont sur la surface. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu peux faire des propagations très longues, malgré la rotondité de la Terre. On utilise ça pour les ondes radio. Les grandes ondes, ça marche comme ça. On balance des trucs, ça se réfléchit sur la ionosphère, puis ça redescend. Donc, ça te permet de court-circuiter la rotondité de la Terre. Voilà, ça marche bien. Donc, une atténuation pour les milieux dispersifs et en fait, un changement de forme. Alors, ce changement de forme, il est dû, ceci est dû au fait que les diverses fréquences
déplace à des vitesses différentes. Donc là, encore une fois, je refais mon analogie automobile. Vous prenez au départ une photo avec, je sais pas moi, une voiture, un camion, un vélo, puis vous lancez tout ce petit beau monde sur la route, puis vous attendez 10 minutes, et puis au bout de 10 minutes, en fonction des routes, vous n'avez pas la même tronche, le groupe n'a pas la même tête, d'accord? En gros, l'élément le plus rapide est devant, l'élément le moyennement rapide est au milieu, l'élément le plus lent est derrière. Globalement, et donc en fait, la forme de votre perturbation globale, c'est-à-dire votre petite photo au départ avec votre camion, votre voiture et votre vélo bien aligné, bah, ça ressemble plus à rien. Enfin, en tout cas, ça ressemble plus à ça. Quelques minutes plus tard. D'accord? Donc, ça marche très très bien. Donc, dans ce genre de cas, quand la vitesse dépend de la longueur d'onde, d'accord, on parle, ça porte un nom qui est au programme qu'on appelle, on parle de milieu dispersif. D'accord? C'est vraiment ce qui va disperser les diverses longueurs d'onde, auxquelles elles restent regroupées, elles vont finir par être dispersées. C'est vraiment très simple. D'accord? Donc, un milieu où C dépend de oméga, ou de lambda, ce qui revient au même. Ah, vous ne connaissez pas encore lambda, pardon. De oméga est dit dispersif. Donc vous connaissez ça déjà, hein, je vous rappelle que le verre, par exemple, ou l'eau, est dispersif pour la lumière. D'ailleurs, ça s'appelle la dispersion de la lumière quand vous passez dans un prisme. Vous vous souvenez? C'est le même mot. D'accord? Donc, on met ça entre parenthèses. CF, la dispersion de la lumière. Alors, je vais revenir là-dessus. Vous vous souvenez, la dispersion de la lumière, c'est que n dépendait de lambda. Mais n, je vous rappelle que c'est lié à quoi? C'est quoi la définition de n? C'est pas la vitesse dans le milieu sur la vitesse dans le vide. L'inverse, mais la vitesse dans le vide, c'est la vitesse du milieu. Et donc, grosso modo, n est essentiellement relié à la vitesse de propagation. Donc, dire que n dépend de lambda, c'est dire que n dépend de oméga, enfin de la pulsation, c'est donc dire que la vitesse dépend de oméga. D'accord? C'est vraiment la même chose, globalement. Donc, la dispersion de la lumière, c'est la même chose. Donc, ces phénomènes étant relativement pénibles, on va s'intéresser dans toute la suite à un milieu unidimensionnel, non dissipatif, non dispersif. Autrement dit, votre perturbation va garder exactement la même tronche lors de son déplacement. C'est ça que ça veut dire. Elle ne va pas descendre en amplitude, elle ne va pas changer en forme. On s'intéresse dans toute la suite à des milieux. Alors, un D non dissipatif, non dispersif. Voilà. Ouais. Dispersion là-bas et dissipation avant. Dissipation, c'est ça. Dispersion, c'est ça. D'accord? Donc la dissipation, c'est que vous allez perdre de l'amplitude. La dispersion, c'est que vous allez changer de forme. En général, vous avez les deux. D'accord? Dans cette histoire. Dernière définition avant de passer au petit 2, c'est un gros paragraphe, on va bientôt terminer. Alors, donc, on a alors, je vais quand même faire ça. On a alors la chose suivante. X, S. Donc, si je prends un signal comme ça, AT, eh bien, en fait, ça signifie que quand je vais me propager, AT égale 0, par exemple, voilà. Eh bien, en fait, ça signifie que quand je vais me propager, je vais retrouver exactement la même forme, d'accord, plus tardivement. Autrement dit, c'est simplement un décalage, AT strictement positif. Ça, c'est la propagation. On est d'accord là-dessus? Donc, c'est simplement, en fait, une espèce de translation en bloc de votre perturbation. Petite remarque, le caractère non dissipatif n'existe que en 1D. Dès que vous allez être en 2D, vous allez forcément avoir de la dissipation. Pour une raison très simple, c'est que vous occupez plus d'espace pour la même énergie. En 1D, par contre, si votre énergie n'est pas dissipée, vous gardez cette tronche-là. D'accord? C'est pas mortel.
On est d'accord là-dessus sur la propagation? Voilà. Alors, l'idée est la chose suivante, c'est la dernière définition maintenant. Si vous vous placez maintenant à un endroit donné, vous fixez X et que vous regardez l'onde passer, vous allez donc voir en fait la grandeur S monter puis descendre, d'accord? Et vous allez commencer par là. D'accord? Si vous vous placez à cet endroit-là, que vous regardez le train passer, vous allez voir d'abord ce truc-là, puis ensuite ça. Ça, c'est un truc assez rigolo. D'accord? En fait, quand vous placez à un endroit donné, vous voyez le train, entre guillemets, à l'envers, si vous le représentez en fonction du temps. Ce qui arrive au temps le plus tôt, c'est l'avant du train. Et ensuite, au temps les plus loin, c'est l'arrière du train. On est d'accord? Donc, l'idée est la chose suivante, c'est que, donc on peut, quand on se place dans une position donnée et qu'on regarde l'évolution temporelle de S, ça porte un nom, ça s'appelle le signal, en X. Donc le signal est donc une fonction du temps. D'accord? Donc ça c'est la dernière définition. Si on se place en X égale X0, et qu'on étudie l'évolution temporelle de S, alors on parle du signal en X0. D'accord? Et qui donc est une fonction S qui à t associe S de t. Cette fois, c'est une fonction du temps. Si on fait un espèce de schéma général dans cette histoire-là, si vous écrivez ça, S de x et de t, c'est-à-dire une fonction de deux variables, vous êtes en train de parler de quoi? Donc du truc qui fait le lien. Alors je vais le faire dans l'autre sens. Si on fixe t, on va avoir S de x, et si on fixe x, on va avoir S de t, on est d'accord? Ça c'est... Non, S de x c'est la perturbation. D'accord? Ça c'est la perturbation. Ça c'est le signal. Et ce qui fait le lien entre les deux, ouais, c'est l'onde. Donc en gros, les mots perturbation, onde et signal sont en fait trois versions mathématiques de littéralement la même chose. Le truc qui contient toutes les informations, c'est l'onde, qui est une fonction de deux variables. Si vous décidez de vous occuper d'un point de vue simple, donc si on fait une analogie avec la mer, d'accord, l'onde, c'est l'aspect dynamique. Vous prenez une vidéo de ça. Vous prenez une vidéo de l'ensemble. Vous voyez donc quelque chose qui se déplace, d'accord? Vraiment, vous êtes avec moi là sur cette analogie maritime parce qu'elle est importante, ok? Vous avez déjà tous vu la mer? Au moins en vidéo? D'accord? Non, mais c'est pas forcément simple d'aller à la mer, hein, voilà. Mais si vous avez vu la mer en vidéo, vous prenez une vidéo, vous voyez les vagues qui se déplacent, ça c'est l'onde. C'est ce que vous êtes en train de regarder. Si vous prenez une photo, à un instant donné, vous êtes en train de regarder la perturbation. Vous avez fixé T, et vous voyez en fait les variations de hauteur en fonction de l'espace. Si vous mettez une bouée à un endroit et que vous regardez comment elle se déplace, vous êtes en train de regarder le signal. D'accord? Vous allez donc voir un truc qui monte et qui descend. D'accord? Tranquillement. Ça, ça s'appelle un houlographe. D'accord? C'est comme ça qu'on mesure la houle. En général, vous mettez une bouée, vous regardez comment ça monte et que ça descend. Et puis voilà. D'accord? Ces trois trucs-là correspondent exactement au même phénomène, mais pas vus de la même façon. On est au clair? Donc voilà. Si vous écoutez de la musique de manière générale, une chanson, vous écoutez l'onde. D'accord? Si vous mettez votre œil à un endroit donné, enfin si vous déplacez, si vous regardez plutôt exactement l'ensemble des sons perçus par plein de gens dans une pièce donnée, vous avez l'onde. Si vous mettez à un endroit donné et que vous écoutez, vous avez le signal. La perturbation sonore, c'est grosso modo vous dessinez la pression un peu partout dans votre milieu, ce qui est plus simple, ce qui est plus difficile à imaginer. L'analogie avec les vagues est très bonne parce que globalement, vous avez à la fois la capacité de voir les vagues en mouvement, les fréquences sont faibles, d'accord, globalement, et de voir les déplacements. On est au clair sur cette analogie-là? Voilà. Bon, ben,
Une fois qu'on a raconté ça, on a quasiment tout dit. Tout le reste, c'est de la manipulation de formalisme. Et la manipulation triviale de formalisme. Vous allez voir, c'est pas très intéressant, mais ça marche. Petit 2, formalisation générale. Donc, on va partir d'une perturbation, d'accord, initialement. Soit donc une perturbation décrite par une fonction S, décrite à t égale 0, par une fonction S qui est donc une fonction qui prend quoi comme variable? X, d'accord? Qui à X est aussi S de X, d'accord? Voilà. Vous avez fixé, vous êtes à t égale 0, vous avez mis un gros coup de poing dans le mur, d'accord? Ça c'est la perturbation. Cette perturbation va se propager dans un milieu 1D non dispersif, non dissipatif. Autrement dit, la courbe représentative de votre perturbation va rester littéralement la même à une translation près. Pardon. Okay. Donc on est parti dans un milieu 1D non dissipatif, non dispersif. Cette perturbation ne va faire que se translater. On est d'accord là-dessus? Alors vous allez avoir deux cas. Soit elle se translate vers les x croissants, soit elle se translate vers les x décroissants. D'accord? Donc on a deux cas de figure possibles. Donc grosso modo, vous avez votre perturbation ici, je ne sais pas, à t égale 0. Et puis elle peut se déplacer vers les x croissants comme ça. Donc auquel cas vous aurez la même, mais à t positif. D'accord? Donc ça c'est x croissant. Vers les x croissants. Ou votre perturbation elle va être comme ça au départ, à t égale 0. Et si elle se déplace vers les x décroissants, qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle va se déplacer dans ce sens-là, d'accord? Et vous aurez la même courbe, mais ici, tranquillement, d'accord? Donc ça, c'est vers les x décroissants. Donc vraiment, dans un milieu 1D non dissipatif, non dispersif, vous pouvez littéralement voir une onde comme une boîte à chaussures, hein, comme un truc, un cube qui se déplace, littéralement. Là, j'ai fait une forme un peu plus compliquée, mais c'est vraiment un objet qui se translate littéralement sans changer ni de forme, ni d'orientation, ni la chose. C'est la translation la plus simple du monde. D'accord? Non, ce n'est pas un mouvement avec uniforme, puisque je vous rappelle que rien ne bouge, en l'occurrence. Mais formellement, ça y ressemble. Oui. Et du coup, même si c'est vers l'ex décroissant, la courbe en rouge, c'était supérieur à 0. Oui, de toute façon, c'était... Oui, pardon, j'ai oublié de l'écrire, mais c'était strictement positif. Sinon, si c'était négatif, ça se propagerait dans les sens croissants. C'est juste que tu verrais l'instant d'avant. D'accord? Voilà. Bon, bah, vous avez le théorème qu'il faut. Or, cette onde, vous voyez les glissements sémantiques? Je parlais de la perturbation qui se déplace, tout d'un coup, hop, je parle d'une onde, parce qu'on parle de la même chose, d'accord? Or, cette onde se propage à une vitesse c. Donc, durant un instant t, elle se déplace de combien? Entre 0 et t, ouais. Effectivement, de c fois t, d'accord? Donc, entre t égale 0 et t, elle se déplace de c fois t. Soit vers les x croissants, soit vers les x décroissants.
Et là, on va arriver directement au théorème. Si vous êtes dans ce cas-là et que ça, c'est la courbe représentative de S de X, ça, c'est la courbe représentative de quoi? Ouais. S de X moins la différence. Ben, moins CT. D'accord? Donc on est parti pour une propagation vers les X croissants. L'onde est décrite par S de X moins CT. Ceci est une fonction, hein, c'est pas un produit, hein, d'accord? C'est la fonction S appliquée à X moins CT. En fait, j'utilise le théorème qu'on a vu tout à l'heure, c'est que vous prenez la même courbe et que vous la déplacez de A vers les X croissants, alors c'est la courbe représentative, alors la courbe que vous obtenez, la courbe représentative de F de X moins 1. Vous vous souvenez du tout premier théorème qu'on a vu avant le début du cours? C'est celui-là, sauf que A ici, c'est CT. Alors, je vais mettre un truc devant, par S de X et de T est égal à S de X moins CT. Oui. Mais vu on a deux variables, comment Oui. est-ce qu'on fait pour calculer si un moment on veut la vitesse La vitesse. Non, pardon. Si un moment on veut l'expression. La valeur. Oui. Bah, tu as une valeur pour chaque couple xt. Donc à un instant t, à une position x, tu as s. C'est vraiment c'est une fonction de variable. Pour une même position x, si tu changes t, ça va changer la valeur. Pour un même instant t, si tu changes x, ça va changer la valeur. Ouais. Donc si on veut faire une étude de S de longue S de XT, il faut faire une étude de la perturbation et une étude de... En général, on fait, tu peux dire, ok, j'étudie la perturbation, pour la tranche qui est là. Mais en fait, elles ont la même tête. Hein. C'est la même fonction. Hein. Grosso modo, à une inversion près. D'accord? En fait, la tête de l'onde, la tête de la perturbation, la tête du signal sont essentiellement reliées. On va faire un petit exemple avec un seul, vous allez voir, ça va bien se passer. Je finis mon théorème parce que j'ai un deuxième cas à faire. Si au contraire, vous vous propagez vers les x décroissants, en fait, votre courbe, vous l'avez décalée par là. Donc, la chose qui va changer, c'est au lieu d'avoir un moins, on va mettre un plus ici. Voilà. Pour les x décroissants, on a S de x et de t est égal à S de x plus ct. Tout bêtement. Je vous avais promis qu'on n'utiliserait qu'un seul théorème. Bah voilà. Dans cette histoire. Et donc après, on va pouvoir jouer dans tous les sens, en fait, avec ce truc-là. D'accord? Donc, la conséquence, c'est que si on connaît S de x et de t, égale donc S de x moins ct, on est d'accord? C'est pour une progression de x croissante. Alors, plus exactement, non. S de x et de t, voilà, qui est l'expression de l'onde. Alors, comment on obtient le signal en x0? Si je veux le signal en x0, il suffit tout simplement que je... Ouais. On considère que x0 c'est une constante. On remplace x par x0 et on a l'expression du signal. Alors, l'expression du signal... Mais vous voyez que l'expression du signal, ça ne veut rien dire. L'expression du signal, c'est en un point donné. D'accord? En x0 vaut S de x0 et de t. D'accord? Et l'expression de la propagation, de la perturbation. La perturbation, c'est la perturbation en quoi? Est-ce qu'on parle de perturbation en x0? Non, on parle de perturbation en t0. D'accord? En t0 vaut S2. Non, là, je fais vraiment un truc général. C'est de x et je fixe t0. Et vous voyez que ceci est une fonction de deux variables. Ceci tout d'un coup est une fonction d'une seule variable mais qui est le temps. Ceci est une fonction d'une seule variable mais qui est la position. Donc vraiment vous pouvez jouer dans tous les sens en fonction de ce que vous êtes en train de
décrire. D'accord? Ouais. Si jamais on veut étudier la fonction, mais sans se mettre une contrainte sur x ou t, Ah est-ce que bah c'est les possible? fonctions de plusieurs variables, c'est plus compliqué. Mais oui, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Mais c'est plus compliqué, forcément, puisqu'on voit que c'est un peu merdique. D'ailleurs, tu remarques que je suis pas capable de faire un graphique avec les deux en même temps. Tu vois? Voilà. Alors ça existe, hein, les diagrammes grandeur, temps, distance. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein, globalement, à faire. Voilà. Puis c'est pas surtout ce qui est le plus intuitif, parce que déjà, ça veut dire que tes deux axes sont pas à la même unité. Donc en général, on met x et ct, enfin voilà, on fait des trucs bizarres, mais voilà. Ouais, Et du coup, c'est quoi, c'est un peu tridimensionnel ça fait un truc tridimensionnel, ouais. C'était Et donc ça x. fait que représenter sur un ordi, quoi. Ouais, enfin, voilà, mais de toute façon, tu fais que la projection 2D, t'as pas le choix avec tes yeux. Tu découvres la réalité en tranches bidimensionnelles, t'as pas un choix là. On est d'accord là-dessus? Vous voyez comment ça marche? Et donc en gros, on peut aussi le faire dans l'autre sens. Donc là, vous partez de l'onde, mais vous pouvez aussi partir en disant, tiens, bon alors, on sait comment on calcule la perturbation. Donc ça, c'est les premières choses. Première étoile, d'accord? Deuxième étoile. Si on connaît, je sais pas, par exemple, S en T0 de X, c'est quoi ça? C'est une perturbation, c'est un signal? C'est une perturbation, d'accord? En T0. Alors, l'onde est donnée par... Alors là, on va avoir deux cas. Soit vous êtes dans les x croissants, auquel cas vous remplacez x. Vous voyez que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé x par x moins c fois la durée. Donc en gros, ici, je vais faire tout simplement s de x. Donc ce sera s de t0, ça ne change pas, c'est la même fonction. D'accord? Moins c facteur de t moins t0. Ça, c'est l'expression de l'onde. C'est tout simplement... Donc ça, c'est l'onde à n'importe quel point, à n'importe quel temps. Vous remarquez que quand t égale t0, vous retombez bien sur la même expression. Et que quand vous avez n'importe quel... D'accord? Quand vous avez n'importe quel temps, ça change des choses. D'accord? Ça, c'est pour les x croissants et les x décroissants. Ouais. Il y a un moins, c'est pour les x croissants. Et sinon, si je veux faire la même pour les x décroissants, ouais. Effectivement, ce sera x plus c, facteur de t moins t0. Pour les x décroissants. J'aurais rarement utilisé ce genre de choses, mais au moins vous les avez, quoi. Alors ça, c'est une redite de ce que j'ai fait là, mais en ayant changé l'origine. Au lieu de prendre t égale 0, j'ai pris t égale t0. C'est pas très compliqué. Le truc rigolo, c'est dans l'autre sens. Imaginons que je connaisse le signal, et je veux savoir ce qui se passe à une autre position. D'accord? Autrement dit, je veux trouver l'onde à partir de l'expression du signal. Si on connaît... Alors pour l'instant, on fait S en x0 de t. Donc ça, on est d'accord que c'est un signal? Alors l'idée est la chose suivante, on va essayer de comprendre comment ça se passe. D'accord? On peut le faire de façon formelle, mais j'aimerais bien que vous sentiez un peu les choses. Si vous avez un signal en x0, vous vous placez, donc, d'accord? Vous êtes avec moi? En x0, vous avez un signal, vous vous placez en x. Quel est le temps que votre onde va mettre pour aller de x0 jusqu'à x? Ouais. La distance divisée par la vitesse, la distance, ça sera x moins x0, et la vitesse, ce sera tout simplement c. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous vous décalez, d'accord? Si on connaît s de x0, alors l'onde s'écrit. Donc là, on va avoir la même disjonction de cas. S de x0. Si vous êtes dans les x croissants, alors là, on va faire un truc un peu plus rigolo. Si vous êtes dans les x croissants, et que x est plus grand que x0, autrement dit x moins x0 est positif, votre signal, il arrive avant ou après? Okay, imaginez un signal comme ça, d'accord, c'est un petit bip. Vous avez un petit bip en x0. Est-ce qu'il arrive à un temps plus grand ou à un temps plus petit en x? C'est pas compliqué hein, comme question. Grosso modo, si vous mesurez le truc à 0 secondes par exemple, est-ce que à 10 mètres plus loin, vous allez mesurer un temps qui est négatif ou un temps qui est positif? Qui est positif, d'accord? Donc il est en retard. Et donc globalement, sur un axe gradué en t, ça
signifie que votre signal va être à un temps plus élevé. Donc c'est bien un décalage de la courbe, comme ça. Donc là, vous allez avoir t moins x moins x0, la distance, divisé par c. D'accord? Ça, c'est pour les x croissants. D'accord? Et si vous êtes dans les x décroissants, au contraire, si vous êtes un x plus grand que x0, alors votre signal sera arrivé avant. Et donc vous aurez ici. Donc en gros, vous avez une méthode pour trouver à chaque fois l'onde à partir du signal ou l'onde à partir de la perturbation. C'est juste des jeux de translation de courbes. Vous remarquez qu'on utilise toujours le même théorème depuis le début, qui est ce f de x plus a ou f de x moins a, qu'on déplace, on prend un objet, on le déplace soit dans l'espace, soit dans le temps. Ici, on a fait un déplacement dans l'espace de ct. Ici, on a fait un déplacement dans le temps de x sur c, à x0 près. D'accord? On exprime juste le fait que le signal va avoir du retard par rapport au signal précédent s'il a une distance d à parcourir. Ça, c'est les expressions formelles, d'accord? Et vous allez avoir très peu ça à utiliser. C'est au programme, donc je le fais. Mais en fait, bien entendu, vous avez compris que comme on a parlé de forme d'une onde, comme en sous-jacent, tout ce dont on vous parle, c'est que n'importe quelle onde est divisable en une superposition de signaux sinusoïdaux. Ça signifie en fait qu'on ne va pas s'emmerder à étudier des ondes dans leur forme générale, mais qu'on va en fait regarder ce qui se passe avec les signaux sinusoïdaux. D'accord? Tout simplement parce qu'on aime les sinusoïdes de manière générale. D'une part parce qu'on aime les sinus, d'accord? D'autre part parce que c'est l'ingrédient secret d'à peu près tout ce qui bouge et qui est dépendant du temps. Et troisièmement parce qu'on peut passer en formalisme complexe et s'amuser avec, parce que les exponentielles, c'est encore plus nos amis que les fonctions sinusoïdales. On est d'accord? Théoriquement, vu votre état d'évolution, maintenant je parle de vous comme des Pokémon en fait, voilà, c'est bon, voilà. Comme vous avez évolué a priori depuis septembre, vous savez que les sinus, les cosinus et les exponentielles, c'est vos grands amis. On est d'accord? Voilà. Sinon, c'est vous êtes désespérément perdu pour la cause, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Vous faites partie de la team enquête, c'est mal. Voilà. Je ne sais même pas si vous savez ce que c'est encore les Pokémon, si vous savez ce que c'est encore cette histoire. J'ai jamais aimé ça. Petit 3. Donc, et c'est surtout ça qui va nous intéresser, c'est le cas des ondes sinusoïdales. Cas d'une onde sinusoïdale. Donc là, on avait des choses très formelles, pas très intéressantes. Là, on va partir sur une onde sinusoïdale. Alors, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. On peut dire, au fait, une onde sinusoïdale... Alors, il y a plein de façons de définir ça. Vous pouvez dire, ok, une onde sinusoïdale, c'est une onde qui sera la résultante d'une perturbation sinusoïdale. Vous pouvez dire qu'une onde sinusoïdale, c'est une onde qui va donner des signaux sinusoïdaux quoi qu'il arrive. Ou vous pouvez directement, ce que je vais faire maintenant, donner l'expression formelle de l'onde et vous rendre compte que ça va donner bien les deux trucs dans les deux bonnes choses que je viens de vous raconter. Tout tourne autour du même pot, de toute façon. Donc on est parti. Donc on y va. On définit une onde sinusoïdale par S, qui est la fonction qui a xt, donc c'est une fonction de deux variables, d'accord? Eh bien, c'est pas très compliqué, c'est une sinusoïde, donc vous allez, alors on va voir si vous avez retenu, alors j'espère que vous avez retenu 2-3 trucs sur les sinus, parce que voilà. Donc vous avez une fonction sinusoïdale, vous avez quoi devant? Ouais. Une amplitude, qu'on va noter grand S indice M, comme d'hab, d'accord, voilà. Ensuite, la fonction qui va bien, un magnifique cosinus, d'accord. Tout à la fin, vous allez avoir une phase, voilà, on ne s'en occupe pas. Et c'est là, en fait, où ça va un peu changer, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir oméga t, vous allez avoir, en fait, du t et du x. Donc, en fait, je vais faire oméga, et j'ai multiplié, donc je vais faire un grand crochet comme ça. Et vous voyez que tout à l'heure, donc vous voyez que, alors je vais le faire, le recopier pas pour l'instant, je vous explique comment ça marche. Ça, c'est un signal sinusoïdal, on est d'accord? Si je veux le transformer en onde, ça signifie en fait qu'il faut que je remplace t par t moins x sur c, si j'ai une propagation vers les x croissants. D'accord? C'est ce que je vais faire.
oméga multiplié par t moins x sur c pour les x croissants. Moi, je vais mettre là, je vais mettre là. Pour une propagation vers les x croissants et je vais virer ce tableau. Excusez-moi, je me mets là. Et S qui a xt associe SM cosinus, et cette fois qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre effectivement un plus, donc je vais mettre simplement oméga facteur de t plus x sur c plus phi si vous avez une propagation vers les x décroissants. Donc vous avez une disjonction de cas. Alors petite remarque, quand vous serez des adultes l'année prochaine, on ne fera plus de disjonction de cas, on fera un magnifique produit scalaire entre k et vecteur OM. Enfin voilà, là on sent bien qu'il y a un truc con quoi. Il y a une histoire de produit scalaire qui se passerait fort bien. Voilà la définition d'une onde sinusoïdale. Alors en fait, en général, on ne l'écrit pas comme ça. Là, je suis parti de la définition en fait que c'est un signal sinusoïdal qui se propage. D'accord ? Alors très souvent, on va introduire une nouvelle notation parce que vous voyez que ici, quand je vais développer oméga, je vais avoir un terme en oméga sur c qui va apparaître ici. D'accord ? Et donc, en général, on définit le vecteur d'onde. Alors oui, je sais que c'est pas le vecteur d'onde, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais pas lui donner un nom. On définit K qui est égal à oméga sur C. Donc ça, en fait, c'est relié à ce que vous allez appeler l'année prochaine le vecteur d'onde. Mais vous voyez que ce truc-là n'est pas un vecteur. D'accord ? C'est la norme du vecteur d'onde plus exactement. Et on va donc avoir un petit formulaire sympa qui va s'écrire beaucoup plus compactement. Et on a donc les formules que vous utiliserez tout le temps. S de x et de t qui est égal à Sm cosinus de oméga t moins kx plus phi pour les x croissants. Et S de x et de t est égal à Sm cosinus de oméga t plus kx plus phi pour les x décroissants. Voilà les expressions formelles des ondes, d'accord, avec C est égal à oméga sur K. En général, on la présente comme ça. Vous voyez que c'est la même. Hein. D'accord. Oui. Je crois pour l'oscillateur harmonique, des fois, C'est pas le même cas. Pas le même cas. K, c'est la raideur pour l'oscillateur harmonique, c'est en newton par mètre, ça c'est en par mètre. Et des fois, est-ce qu'on va dire que c'est égal à A cosinus Mais c'est la même chose, globalement. on séparait en sinus et en cosinus. Assez peu, parce que là, l'aspect propagatif va être cassé si tu fais ça. D'accord ? Donc globalement, on laisse comme ça. Petite remarque sur les unités, K est en mètre moins 1 pour que ce soit homogène. D'accord ? Il y a pourtant que KX sont notion. Oui, je t'écoute. C, c'est une constante puisque on est dans un milieu non dispersif. Donc, pas de problème. Voilà. C, c'est la célérité, hein, c'est le même que... D'accord ? On est d'accord là-dessus ? Et alors, c'est là on va commencer à faire des trucs rigolos. Parce que vous voyez que j'ai utilisé un oméga dans ces histoires-là. Mais on va voir en fait les théorèmes de base. Si vous avez compris, comment est-ce que je peux trouver le signal associé en x0 ? Ouais. Oui. On a donc alors, si ça vous embête si je me limite au x croissant, histoire de ne pas multiplier les choses, enfin là, c'est sympa, mais bon. On a donc pour les x croissants. Alors, que vaut le signal en x0 ? Ouais.
SM cosinus de oméga t, d'accord? Plus en fait moins en fait un gigantesque truc. Alors je sais pas comment je vais faire ça, tiens. Je vais mettre comme ça, plus facteur de phi moins kx0. Qui est une magnifique fonction sinusoïdale, pas forcément un harmonique, mais effectivement ça ressemble à ça, qui est une magnifique fonction sinusoïdale. Et vous voyez qu'ici c'est le déphasage, ça. D'accord? Ça c'est important à retenir. Voilà, super. Ça là, c'est le déphasage en x0. Vous voyez que ceci est une constante, ça ne dépend pas du temps. Ça c'est la phase en x0. Autrement dit, où que vous soyez, vous allez avoir un signal sinusoïdal avec la même pulsation, mais des déphasages différents. Même amplitude, même pulsation, mais la seule chose qui va différencier les divers signaux, c'est leur déphasage. Donc, tous les signaux sont sinusoïdaux, de même amplitude et phase, mais déphasés. On est d'accord là-dessus? Grosso modo, la seule chose qui différencie le signal en une position x1 et le signal en une position x2, c'est leur phase. Sinon, c'est la même chose. Et en fait, là, vous comprenez vraiment l'essence même de la phase. Ça vous raconte à peu de choses près la différence temporelle qu'il y a entre un capteur et un capteur un peu plus loin. D'accord? En radian, quoi. On est OK là-dessus que ça, c'est une phase? Alors ça, c'est pour le signal. Rien de très surprenant. Ce qui va être plus surprenant, c'est la perturbation. Ce qui va être surprenant, ce qui va être nouveau. La perturbation à T0, comment je vais l'écrire? Donc c'est S en T0 de X. Il suffit de faire quoi, tout simplement? Déjà la méthode, je remplace T par T0. C'est pas très compliqué. Alors là, je vais un peu le réorganiser. J'ai un cosinus parce que vous voyez qu'en fait, ici, c'est kx la variable, enfin c'est x la partie qui va changer à l'intérieur de mon cosinus, c'est kx, et tout le reste, en fait, c'est une grosse constante. Je vais tricher un peu, je vais utiliser la parité de cosinus. Donc je vais tout changer là-dedans. Ouais. On va avoir effectivement cos de kx moins oméga t, 0, et moins phi. On est d'accord? Et là, et donc là, alors, j'ai envie de dire que c'est la phase, mais attendez là, c'est plus du tout la même bête. Hein. Moi, je vous ai défini des signaux sinusoïdaux depuis le début comme des fonctions du temps quand même. Ceci n'est plus une fonction du temps, c'est une perturbation. Donc là, on ne parle plus de phase, d'accord, dans ces histoires-là, mais néanmoins, on pourrait quand même, enfin, ça ressemble à une phase, c'est des radians, cette histoire-là, d'accord. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la perturbation est donc sinusoïdale, d'accord. Donc ça, c'est un vrai théorème. La perturbation est donc sinusoïdale, mais elle n'est pas sinusoïdale en temps, elle est sinusoïdale en quoi? En position, en espace. Et donc, puisque c'est sinusoïdal en espace, on va pouvoir faire à peu près le même genre de travail que ce qu'on a fait pour les fonctions sinusoïdales en temps. C'est définir une espèce de fréquence spatiale, de pulsation spatiale. Ce serait quoi la pulsation spatiale ici? Ben, c'est K en fait. K est alors une genre de pulsation spatiale, d'accord? Alors on ne dit pas ça, hein, c'est une analogie pure. Hein. K, c'est une pulsation spatiale. Mais vous savez qu'il y a une relation entre la pulsation et la période. C'est quoi? La période grand T, c'est égal à 2pi sur oméga. Je peux faire exactement le même travail. C'est une fonction sinusoïdale. Elle est toujours aussi périodique que les copines. Ça, c'est un truc de maths. C'est pas un truc... ça ne dépend pas de la nature propre de sa variable. Et donc, en fait, on va pouvoir définir une période spatiale de cette histoire qui vaut 2pi sur k. Et vous savez probablement comment s'appelle la période spatiale dans le cas d'une perturbation sinusoïdale. Ah.
savez pas, ça si vous savez. Donc, on définit alors... Non, c'est pas nu, c'est l'autre. Non, non plus. Enfin, l'autre, c'est un des 26 autres. Ouais. C'est lambda, effectivement. On définit alors, là, ça s'appelle comment? La longueur d'onde. La longueur d'onde lambda comme la période spatiale. Et ça, c'est tout simple. Donc en fait, lambda, c'est égal tout simplement à 2pi sur k. Ça, c'est la définition stricte de lambda. Et là, on va pouvoir dérouler toutes les formules qui vont permettre de brancher lambda au reste. Donc, lambda, c'est donc égal à 2pi. Et k, c'était égal à quoi? Oméga sur c. Donc, ça fait 2pi c sur oméga. D'accord? Donc, ça, c'est la première. Et la deuxième, qui est celle que vous connaissez probablement beaucoup mieux. Parce que 2pi sur oméga, c'est quoi? Ct, c'est la période. Donc, lambda égale Ct, qui est probablement celle que vous connaissez déjà si vous l'avez croisé, le rapport entre la période spatiale, ou C sur nu peut-être. C sur nu, c'est peut-être comme ça, C sur F. C sur nu, où nu est la fréquence. Genre on met nu, ou F, comme vous voulez. Enfin, voilà. Donc je ne sais pas laquelle vous avez déjà croisé, souvent C sur nu peut-être. C'est souvent celle-là qu'on croise parce qu'on parle de fréquence lumineuse et de temps. Voilà, tranquillement. Voilà. Donc on est parti écrire les diverses relations entre pulsation, fréquence. Ah, j'ai mis fréquence F dans mes questions de cours, donc je vais mettre F. Excusez-moi. Je vais mettre F. Vous avez les mêmes notations dans votre cours que dans les questions de cours. Mais sinon, on vous retrouve vos petits. Hein. C'est pas méchant. On est d'accord là-dessus? Donc en gros, ça signifie quand même, parce qu'il faut quand même faire un petit dessin à un moment donné ou à un autre, que si vous représentez votre perturbation à un instant t, autrement dit, je mets quoi là si c'est la perturbation? C'est x, effectivement, d'accord? Vous fixez le temps à t0, et bien ça signifie en fait que votre perturbation va ressembler à ça, d'accord? Et ici, vous allez avoir quoi? Lambda, d'accord? Et ici, vous allez par contre avoir toujours la même amplitude, SM, ça ne change pas. L'amplitude de la perturbation et l'amplitude du signal sont littéralement les mêmes. Ouais. Si on avait le signal, ce serait petit t ici, grand t ici. D'accord. Ça c'est, je peux le faire. Hein. Ça c'est la perturbation. Et si je trace le signal, grosso modo, alors petite remarque, hein, je n'ai pas de raison majeure d'avoir la même ordonnale origine, hein, d'accord? Mais a priori, ici, j'aurai grand T, puisque je trace ça en fonction de T. Et toujours la même amplitude. Et c'est... Oui. Alors, en général, une vraie perturbation, c'est ponctuel. D'accord? Néanmoins, alors, je vais quand même reprendre les choses. Vous pouvez toujours décrire n'importe quel objet en fonction de somme de sinus. C'est-à-dire que globalement, et ça c'est vraiment important, si vous prenez n'importe quel son, ma voix, n'importe quoi, c'est une somme de sinus plus ou moins organisée. D'accord? Et bon, il y a d'autres contraintes, mais donc grosso modo, ça signifie que si vous savez traiter les fonctions sinusoïdales, vous savez traiter n'importe quoi par superposition. Donc à partir de ce moment-là, c'est toujours le même truc. Okay. Donc pour un signal quelconque, là on revient sur les mêmes trucs. L'ensemble des fréquences qui composent un signal, c'est son spectre. D'accord? C'est toujours la même chose que ce qu'on a vu en électrocinétique. Donc là, on retrouve un peu toutes les mêmes choses. Voilà.
Voilà, j'ai tout. Super. On va faire quelques ordres de grandeur avant la fin, d'accord? Ce qui est absolument fascinant dans cette description, c'est justement la variation des diverses choses. Vous allez faire des petits calculs en fonction de ce que vous connaissez. On va le faire ensemble. Donc, ordre de grandeur. C'est juste pour vous rendre compte de l'étendue des choses. Alors, donnez-moi une onde au pif. Une onde que vous connaissez. Ouais. Une onde lumineuse, d'accord, la lumière. Alors la lumière, qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez la célérité, effectivement, 3 10 par seconde, et vous connaissez également l'ordre de grandeur de quoi? De sa longueur d'onde, d'accord? En général, c'est ça qu'on connaît. D'accord, la lumière. Lambda, ça vaut à peu près, je vais prendre un truc milieu, voilà, 500 nanomètres, 600 nanomètres, voilà. 600 nanomètres, et C, ça vaut à peu près 3 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Que vaut donc, qu'est-ce qu'on va prendre? La fréquence. On va faire ça, on va essayer de faire ça le plus de tête possible. Donc la fréquence, vous voyez que c'est C sur lambda. On est d'accord? Faites-le par homogénéité, hein. La fréquence c'est l'inverse d'un temps. C c'est des mètres par seconde, divisé par des mètres, ça donne l'inverse des secondes, on est content. Donc on se retrouve avec 3 10 puissance 8 en haut, et en bas 6 10 puissance moins quoi? Raté. C'est 6. Oui mais c'est 600. Donc 6 10 moins 7. Donc à l'arrivée, je vais avoir des hertz puisque j'ai pris les unités standards pour tous les copains. D'accord? Et donc ça fait à peu près quoi? Oula, ça m'étonnerait. Donc on fait d'abord les puissances. Ça fait 10 puissance 15. Et vous avez 1,5 ici. D'accord? Donc ça fait 5 10 puissance 14 hertz. Donc ça, c'est un premier truc, vous avez peut-être jamais réalisé ça, mais en fait, les fréquences associées à la lumière sont des fréquences extrêmement élevées. D'accord? Vous avez autre chose à me proposer? Monsieur, Oui. est-ce que c'est parce que ces fréquences sont très élevées qu'on utilise, parce qu'il y avait une autre unité pour pas les électrovols, les... Rien à voir, les électrons, c'est de l'énergie. Ah, Rien à voir. ça... Rien à voir. Enfin, on va dire rien à voir. Voilà. Sinon, c'est l'énergie du photon, mais là, t'as plein de carré. Vous avez un autre exemple? Ouais. Le son, on va faire ça. Je vais en faire un de plus. Alors, est-ce que vous avez un autre exemple d'onde électromagnétique? Vous connaîtriez 2-3 datas. Le champ, c'est pas une onde, c'est une des composantes de l'onde. Ouais. Le séisme, c'est pas une onde d'électromagnétisme. Hein. C'est en mécanique, les séismes, quand même. Ouais. C'est toujours dans le spectre. Non, mais en dehors de la lumière, quoi. Enfin, La gravité. la gravité n'est pas une onde électromagnétique jusqu'à preuve du contraire. Radioactivité. Non, mais vous avez des téléphones portables ou bien? C'est électromagnétique, enfin voilà, d'accord. Le Wi-Fi, les ondes portables, enfin ce que vous voulez quoi. D'accord? C'est des ondes électromagnétiques ça. Donc C ça vaut toujours 3 10 puissance 8. Ça n'a pas changé. Vous connaissez quoi sur les ondes de téléphone portable? La fréquence? C'est des très hautes longueurs d'onde effectivement, mais vous êtes censé connaître l'ordre de grandeur des fréquences quand même. Ça fait... Non, plus que ça. C'est effectivement de l'ordre du gigahertz. Effectivement, c'est quelques gigahertz. D'accord? Alors, je vais me donner du confort. 3 gigahertz, d'accord? Alors, un truc facile à retenir, c'est que la 5G, c'est 5 gigahertz à peu près. C'est un moyen mnémotechnique. Alors, G veut pas dire giga, G veut dire génération. Mais 5G, c'est comme 5 gigahertz. Donc, pour le coup, c'est un moyen mnémotechnique quand même qui vaut vraiment le coup, celui-là. Ouais. Et pourtant, alors les ondes radio, on dépasse à genre à 95 MHz et tout. Quand on écoute la radio. Alors, pour des questions de propagation, des questions de facilité d'émission, plus la fréquence est élevée et plus grosso modo ça coûte cher à émettre. Donc, c'est de faire des choses basses. Voilà. Il y a plein d'autres problèmes. Enfin, grosso modo. Donc là, on va calculer lambda par exemple, ça fait quoi? Donc c'est C sur F, effectivement, cette fois. Donc là, on fait dans l'autre sens. Hein. Donc là, 3 10 puissance 8 divisé par 3 10 puissance 9, hein, d'accord, typiquement. Et donc ça fait 0,1 mètre, ça fait 10 cm. D'accord, voilà. Donc les ondes de vos téléphones portables sont des ondes centimétriques, d'accord, globalement. C'est des ondes dont la longueur d'onde, il faut avoir quelque chose de compréhensible, d'accord. Voilà.
Quand vous allez sur des ondes radio, effectivement, vous avez des ondes plus grandes, d'accord, en particulier ce qu'on appelle les grandes ondes. D'accord, vous avez baissé la fréquence, donc vous allez encore augmenter la longueur d'onde. Les grandes ondes, c'est des ondes kilométriques, hein, d'accord. C'est littéralement, vous avez des longueurs d'onde qui valent plusieurs kilomètres. C'est des histoires. Ouais. Plus la fréquence est basse, plus l'onde est énergétique. Plus la fréquence est élevée, plus l'onde est énergétique. Parce que les lettres, on a les hautes fréquences, mais sur le spectre, les ondes, c'est Ah oui, par rapport aux ondes lumineuses, c'est beaucoup moins énergétique pour le coup, après. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc effectivement, on va prendre les ondes sonores maintenant. D'accord? Alors le son, vous connaissez probablement comme données. Vous connaissez alors. En fait, c'est rigolo parce que on voit votre formation. Alors, les ondes sonores. Ce que vous êtes censé connaître de base, si vous n'êtes pas des physiciens et des physiciennes, c'est les fréquences. D'accord? Parce que si vous faites de la musique, grosso modo, vous savez que... Donc effectivement, vous faites de l'audible entre 20 et 20 kHz. Alors le 20 kHz, c'est une mythologie. Hein. Et le 20 aussi, pareil. Alors 20, c'est très très bas, pour le coup. Enfin, 20, ça va encore, on peut descendre un peu en dessous, mais 20 kHz, personne n'entend 20 kHz. 18, grosso modo, voilà. Moi, j'entends plus rien au-dessus de 14, d'accord, parce que je suis vieux. C'est un indicateur d'âge fort. On entend de moins en moins les hautes fréquences au fur et à mesure qu'on vieillit. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc, grosso modo, le son, ça vous donne une fréquence qu'on va dire à peu près de 1 kHz. D'accord? À la louche. Et ça, c'est drôle, parce qu'en fonction de votre formation, vous avez soit accès à la vitesse de propagation des ondes dans l'air, d'accord? Ça, c'est majoritairement la donnée que vous connaissez. 340 mètres secondes, clac, voilà, ça sort tout seul, d'accord, voilà. Donc 300 mètres secondes à peu près, un peu de choses près. Mais en général, c'est plus intéressant de connaître la longueur d'onde, puisque je vous rappelle que, grosso modo, la longueur d'onde, c'est 2 fois la taille des instruments qui les produisent. Bah, c'est le principe de n'importe quel instrument de musique, d'accord? Donc si vous prenez un instrument de musique quelconque, d'accord, la longueur d'onde fait 2 fois la taille de l'objet qu'il produit. Donc par exemple, ça fait 2 fois la taille d'une corde de guitare, d'accord? Voilà, c'est pas très compliqué. La fréquence, elle va changer. Ça fait 2 fois la taille d'une... Alors, si c'est des instruments à hanches, c'est 4 fois. D'accord, clarinette, machin truc, mais sinon, pour tous les autres, c'est 2 fois. Donc, ça marche relativement bien. Donc, en fonction de votre culture. Mais ça veut dire que la longueur d'onde que vous êtes censé trouver doit ressembler, grosso modo, à des tailles, machin. Alors, 1 kHz, c'est déjà un instrument qui joue un peu dans l'aigu, mais pas tant que ça. D'accord, vous devez trouver des tailles d'instruments typiques. Donc, alors... plutôt flûte dans ces histoires-là. D'accord? Bon, on y va. 1 kHz divisé par 30, c'est 1000 divisé par... c'est la longueur d'onde, pardon. Donc c'est 300 divisé par 1000, d'accord? Donc lambda, c'est à peu près égal à 30 cm. D'accord? Voilà. Ce qui vous donne effectivement un instrument qui joue dans l'aigu, d'accord? Si vous avez un petit pipeau qui fait 15 cm, pensez à... Vous avez probablement tous et tous fait ça, souffler dans des trucs de sucette là, d'accord? Ou dans les stylos, effectivement. Voilà. Vous savez, quand vous avez fini la sucette, vous poussez dedans, il y a même un petit biseau, c'est fait exprès. Hein. Voilà. Enfin, c'est fait exprès, non, c'est fait pour tenir la flûte, mais c'est pour tenir la sucette, mais quand ça marche comme une flûte. Voilà. Donc vous voyez que ça fait un son très aigu, puisque c'est tout petit, d'accord, globalement. Plus vous voulez jouer grave, plus vous êtes obligé d'augmenter la taille des instruments, c'est pas très compliqué comme histoire. Là, par culture, en tout cas, vous savez à peu près ça. Ouais. Donc avec les instruments avant, tu es obligé d'augmenter la taille, tu n'as pas le choix, puisque le milieu c'est l'air. Donc tu t'as pas, dans les instruments avant, tu n'as pas le choix, tu peux pas jouer sur la vitesse de propagation. La largeur ou la longueur? La longueur. Bah, je sais pas, vous avez déjà vu... si vous prenez les instruments à cordes, c'est un peu différent, parce que vous pouvez jouer sur la tension pour taper sur la fréquence, mais pas tant que ça, parce que vous ne pouvez pas changer trop la tension de part et d'autre de l'instrument, si l'instrument il casse en fait. Donc globalement, vous ne pouvez pas non plus faire des ordres de grandeur de fou entre les diverses tensions. C'est pour lesquelles un piano, par exemple, ça a cette gueule-là. D'accord? C'est pas un vrai piano. Un piano, c'est un piano qui au départ. D'accord? Et donc, grosso modo, la partie grave, c'est là où les cordes sont les plus longues. Et pour les instruments avant, vous le savez, grosso modo, si vous voulez faire des trucs graves, soit vous faites des instruments à hanches, comme ça vous arrivez à gratter un facteur 2, soit vous prenez des trucs longs comme le bras, et puis vous soufflez là-dedans, des trucs, dans les formes de bouddhistes, ce genre de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a une formule générale pour déterminer la célérité du son en fonction de la compressibilité du... La célérité du son, à peu de choses près, ça dépend essentiellement de la densité et de la température. Point barre.
ça dépend pas de grand-chose. On est d'accord sur ces diverses ordres de grandeur. Donc, vous pouvez en trouver plein sur Internet. Hein, à la limite, je peux vous faire un police, il y a que ça pour vous faire plaisir, mais c'est juste pour vous rendre compte que les phénomènes ondulatoires sont des phénomènes qui couvrent des réalités extrêmement différentes, extrêmement variées, des ondes mécaniques, des ondes électromagnétiques, avec surtout des spectres en fréquence qui sont très différents. Les ondes électromagnétiques en particulier, c'est très impressionnant. D'ailleurs, grosso modo, là, on est passé de 10 puissance 14 Hz à 3 GHz. Certes, c'est toujours beaucoup, mais ça, c'est 10 puissance 9, ça, c'est 10 puissance 14, vous avez quand même 50 de grandeur entre les deux. D'accord. Vous pouvez, les ondes radio, c'est en mégahertz. Donc là, vous allez prendre encore un facteur 1000 dans la vue. D'accord. Et les signaux électriques, de manière très générale, sont de l'ordre du 50 Hz. Or, les signaux électriques émettent aussi des ondes électromagnétiques. Il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, grosso modo, le spectre électromagnétique, c'est un spectre extrêmement vaste. En mécanique, c'est aussi vaste. Hein. Je vous rappelle que rien que le spectre audible, qui est quand même pas un truc foufou, c'est de 20 à 20 kHz, c'est quand même, grosso modo, 3 décades. D'accord. Il y a un facteur 10 puissance 3 entre les deux. Vous avez tous les ultrasons qui se baladent derrière, sans aucune forme de problème. Donc ça aussi, ça fait des choses qui sont très élevées en fréquence. Après, au bout d'un certain temps, vous avez du mal à faire des compressions très rapides, tout simplement à cause de l'inertie matérielle. D'accord. Un photon, ça n'a pas de masse, donc c'est vachement cool. Vous pouvez le faire vibrer dans tous les sens sans que ça pose plein de problèmes. D'accord. C'est un peu plus compliqué pour un truc qui a quand même une masse où, à un moment donné, le côté filtre passe-bas du problème va finir par apparaître. D'accord. On est au clair sur ces histoires-là. Voilà. C'est terminé pour la physique pour aujourd'hui. D'accord. Et vous avez donc un petit quart d'heure de pause et on se retrouve dans un quart d'heure. Non pas pour votre DS d'info si vous avez reçu mon ultime mail, mais pour le cours de la semaine prochaine, qui sera décalé aujourd'hui.